Hebdo des éditorialistes, une fois encore, les collègues viendront ici décortiquer l'actualité commentée, analysée à leur guise. Et pour ce dimanche, nous en avons trois. Deux ont répondu présent en attendant le troisième. D'abord, je commence par Prudence Condé. Bonjour. Prudence. Bonjour Théodule et bonjour aux amis téléspectateurs. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Label Science. Merci de répondre à notre invitation. Emmanuel Loconon, bonjour Emmanuel. Bonjour Théodule et bonjour aux téléspectateurs. Très bien. Emmanuel Loconon, je rappelle que vous êtes le secrétaire de rédaction du quotidien La Primeur. Merci d'être là ce matin. Et puis Kamardina Rekba, directeur de publication du quotidien Le Révélateur du jour, doit nous rejoindre d'ici là. Et puis le principe reste le même. Nous allons démarrer par Emmanuel Loconon. Quels sont les sujets qui vous ont marqué? D'abord le premier. Nous commençons par le premier, la première actualité qui vous a marqué cette semaine, je dirais. Bon, la première actualité qui m'a marqué cette semaine, c'est cette décision de la Cour constitutionnelle qui a fixé la date de la tenue des élections législatives de 2023. Et il y a également l'exposition des œuvres d'art qui continue et l'affluence qu'il y a autour. Alors, je prends la première actualité concernant la fixation donc, de la date de la tenue des élections législatives en 2023, qui est fixée au 8 janvier 2023. Alors, le président de la Cour constitutionnelle avec ses conseillers ont donc décidé de statuer sur cette requête formulée par le président de la Sénat et qui, je pense, déjà les partis politiques avaient commencé les démarches sur le terrain. Alors, les différents points qu'on peut relever dans l'élection législative qui vient en 2023, déjà, il faut souligner le fait que la 9e législature sera élue pour un mandat de 3 ans, parce que en 2026, on aura les élections générales. Et donc, il y a également cette dimension de la femme. Et la loi... La qualité aussi des élus pour cette 9e législature. Bon, justement, la loi qui fixe un quota pour la participation des femmes. Il y a tous ces éléments-là que nous allons sans doute analyser au fil du débat. Oui. Prenons le premier aspect, la qualité des élus, le nombre de femmes, c'est-à-dire le genre qui est à promouvoir, et ce sera au moins 24 femmes pour la prochaine Assemblée nationale. Oui, justement. Et c'est parce qu'on a constaté une faible participation des femmes à la vie politique que cette décision a été prise pour fixer le quota. Alors, ce n'est pas parce que la loi fixe en réalité que, au moins 24 femmes qu'il faut forcément imposer ou bien proposer des femmes qui ne sont pas capables de jouer le rôle. La participation des femmes à la vie politique, je pense, c'est quand même capital. Les hommes ont leur rôle à jouer, mais les femmes également ont une part de responsabilité dans la gestion politique, dans la gestion sociale de notre Bénin, de notre pays. Et donc, il y a dans la société ces gens de femmes qui défendent des causes et qui ont des aptitudes nécessaires pour pouvoir diriger. Il ne faudrait pas que l'on impose à la femme de s'inscrire dans la politique, que ça soit une décision spontanée. La compétence qu'il faut à la place qu'il faut. La décision spontanée, c'est quoi? Lorsque nous sommes dans un parti politique et que l'on sait que les partis ils doivent se battre pour atteindre ce quota imposé par la loi, la femme doit décider librement de poser sa candidature pour être députée à l'Assemblée nationale. Ça suppose qu'elle a une cause, qu'elle a un idéal qu'elle défend, et ce ne serait pas une imposition, elle pourra quand même assurer pleinement le rôle qui est le sien au sein de la 9e législature qui sera installée. Donc il faudrait que cette décision soit une décision spontanée de la part de la femme et que les hommes également... Une décision spontanée de la femme, mais combien sont-elles
à militer, à être vraiment capable aujourd'hui au sein des partis politiques à militer, à travailler. Et l'autre question qu'on se pose, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir quelques responsables d'organisations, d'ONG, et qui finalement vont se ruer ou bien vont muter vers sur la liste, c'est-à-dire on sera obligé de les choisir. Emmanuel, la question en attendant qu'on le laisse parler. Bon, je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas d'engagement spontané au niveau des femmes, comme on constate. Bon, là, le problème est là, le problème d'engagement est là. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas à l'homme ou bien aux hommes politiques de décider je vais choisir telle personne pour aller sur les listes, mais c'est à la femme de décider d'y aller en fonction de ses aspirations et de ce qu'elle envisage apporter de nouveau pour cette nation, pour les jeunes, pour toutes les couches sociales au sein de cette assemblée nationale. Donc, la spontanéité vient forcément de la femme et non du parti politique. Très bien. Merci à vous. Prudence, accordez votre avis sur la question, la qualité des élus, la position, le genre à promouvoir, etc. Autant de questions qui se posent aujourd'hui par rapport à cette prochaine assemblée qui va s'installer. Ce sont des questions, à mon avis, qui ont été déjà réglées avec la Constitution révisée, les nouvelles lois électorales qui ont été mises en place tout récemment, en fait, ces dernières années. Les élections législatives ont été fixées au 8 janvier. Je pense que c'est le deuxième dimanche du mois de janvier et c'est comme ça que la Constitution l'a bien voulu. Pour moi, il n'y a pas encore, en fait, une polémique à faire autour de cela. Les élections sont un baromètre d'évaluation de la démocratie. Et c'est un fait qu'on doit saluer, qu'on connaisse plus ou moins tôt la date de l'élection pour permettre aux différents acteurs politiques de la mouvance ou de l'opposition de commencer par s'investir d'une manière ou d'une autre dans la préparation, dans le fait d'approcher les militants, les sympathisants, les Béninois de façon générale pour pouvoir montrer, pouvoir dire ce qu'ils sont capables de faire. Maintenant, comment cela va se passer dans la réalité? Comment est-ce que cela sera vraiment en fait une fête électorale comme nous en avons l'habitude au Bénin depuis 1990 ou du moins 1991? Est-ce que nous ne risquons pas de connaître quelques faits déplorables que nous avons enregistrés les années antérieures? Ça reste des éléments à analyser, à mon avis, et c'est peut-être là qu'il faut mettre tout de suite l'énergie pour éviter qu'on ne retombe dans les mêmes situations. Parce qu'une fois, cela peut être considéré comme une erreur, une deuxième fois, une faute, mais une troisième fois, ça devient trop répétitif. Et là, nous aurons beaucoup de choses à nous reprocher. Si vous me permettez, par rapport à la question du genre, pour moi, les femmes sont, à mon avis, les femmes sont toujours engagées. De moins, avoir 24 femmes engagées, ce n'est pas ce qui manque au Bénin. Ce serait, vous me le permettrez, une insulte à la gente féminine que de dire que nous n'avons pas dans ce pays 24 femmes engagées politiquement, capables de tenir des débats à l'Assemblée nationale, capables de faire des propositions. Mais nous avons eu une éducation, nous avons eu un environnement politique qui ne permet pas en fait à ces femmes-là de dire leur motivation, qui ne permet pas à ces femmes-là de vouloir prendre la place qui est la leur, parce que avoir une place à l'Assemblée nationale, c'est pour tout Béninois, donc c'est
c'est pour tout le monde. Et si bien que, en fait, quand une femme commence par réclamer, par exemple, un poste, c'est de l'arrogance, c'est ceci, c'est cela, cela fait que la plupart des femmes préfèrent taire leurs ambitions, préfèrent suivre le mouvement, comme on le dit, préfèrent attendre que ce soit les hommes qui leur disent, bon, prenez ceci, en fait, prenez, en tout cas, les miettes. Mais, comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel, il est temps que les femmes arrivent à se décomplexer, à se départir de ce complexe-là pour se battre en politique autant que les hommes. C'est important. Nous avons un environnement politique où les femmes ont du mal à se battre au même titre que les hommes. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas souvent beaucoup de présence féminine. Si elles se décident à se battre autant que les hommes, si elles se décident à dire « nous n'avons pas d'handicap, nous avons les mêmes atouts que les hommes, sinon que nous avons même plus d'atouts que les hommes », et je pense qu'il est même possible de renverser la tendance. Très bien. Merci à vous, Prenez ça. Comme je vous l'annonçais, il nous a rejoint Kamar Dina Rekpa. Bonjour, Kamar. Bonjour. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Révélateur du jour. Merci d'être là ce dimanche. Eh bien, nous étions en train de parler de cette prochaine assemblée qui va s'installer à partir de février 2023 et de la qualité des députés qui seront élus par rapport aux gens dont nous avons fait la promotion aujourd'hui. C'est vrai, on ne dit pas qu'il n'y a pas 24 femmes au Bénin qui puissent faire le débat à l'Assemblée. Nous en avons suffisamment, mais reste la question de leur présence sur les listes, la présence sur les listes, la répartition sur les listes pour que, de façon équitable, qu'on retrouve les 24 au niveau de la prochaine Assemblée. Kamardine, votre avis sur la question? Bon, je pense que la nouvelle constitution, si on doit ainsi parler, et en tout cas la constitution qui est la nôtre désormais, modifiée, la constitution modifiée, intervenue en 2018 et 2019, ouais. Vu que cette constitution-là a fait déjà, a prévu dans quelle marge cette représentativité des femmes doit pouvoir se faire, je pense que la première chose, c'est qu'il reviendra à chaque parti politique de positionner les femmes mieux que par le passé, de les positionner mieux que par le passé sur leur liste, de sorte que ce pourcentage-là, ce prorata-là qui est réservé aux femmes puisse être comblé quelle que soit la situation. Donc je pense que dans les jours à venir, puisque c'est en janvier les élections, donc c'est sûr que les partis politiques aussi vont certainement être briefés sur la chose pour savoir comment positionner les femmes, dans quelle proportion, pour que quand on vient dans une circonscription électorale, quel que soit le score obtenu par chaque parti politique, qu'on puisse dégager ce pourcentage-là qui est réservé aux femmes, qu'elles soient d'une liste ou d'une autre. Et donc, du coup, pour moi, personnellement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le fait que est-ce qu'il y aura assez de femmes positionnées d'abord sur les listes et après, est-ce qu'elles seront vraiment 24? Elles le seront, elles seront positionnées. Les partis n'ont plus le choix maintenant. Les partis politiques sont obligés de les positionner mieux que par le passé. Et le code électoral ainsi que la constitution ayant déjà prévu comment cela se fera, elles pourront se retrouver au moins à 24 au Parlement. Maintenant, pour ce qui est de la qualité, moi je voudrais traverser toute la question. Oui. Pour ce qui est de la qualité, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de... Bon, d'abord, il n'y a pas assez de femmes en politique comme les hommes. Hein? Oui. Maintenant, dire en même temps que les femmes au Bénin, on ne peut pas avoir 24 femmes dignes d'aller au Parlement. C'est vrai que quand on le dit comme ça peut paraître, discriminatoire à la limite. Ok, ça peut paraître discriminatoire à la limite, mais faisons un peu... Je n'ai pas les chiffres, hein, mais je veux nous pousser à y penser. Quand nous faisons le bilan, toutes les législatures, je veux dire, qui se sont succédées depuis que le Bénin est à l'aide de la démocratie, quelle a été la législature à laquelle on a eu le plus grand nombre de femmes députées, d'accord? Et à partir de cela, et au vu aussi du fait que les pesanteurs sociopolitiques, d'accord, et pourquoi pas même socioculturels,
compte tenu de toutes ces pesanteurs-là, est-ce que véritablement, si nous décidons d'avoir 24 femmes au Parlement, et je ne voudrais pas attirer la foudre des féministes sur moi, mais je le dis comme ça, est-ce que véritablement, si nous avons 24 femmes au Parlement à partir de janvier prochain, est-ce que les 24 femmes pourront vraiment faire des débats, pourront vraiment opiner et avoir des avis tranchés? Parce que pour moi, ça ne servira à rien. Et il faut qu'on se le dise tout de suite, ça ne servira à rien qu'on ait 24 femmes au Parlement. Tout au moins 24 dès la prochaine législature et qu'on ne sente pas réellement leur impact, l'impact de leur présence sur le débat politique au Bénin. On a tendance à dire souvent que quand on confie la cité à la femme, quand on confie la gestion à la femme, elle gère mieux. Et je pense que avec ce qui est en train d'être mis en place par les nouveaux tests du pays, je pense que c'est une véritable gageure qui attend les femmes à partir de janvier prochain. J'espère qu'elles ne vont pas manquer le rendez-vous. Ok. Emmanuel, avant de vous rejoindre, nous allons écouter rapidement. Pour moi, en fait, l'exercice qui consiste à dire que est-ce que les femmes auront des débats de qualité, pour moi, normalement, cela ne devrait pas. Parce que actuellement, nous avons presque 70 députés, en fait 75 hommes à l'Assemblée nationale. Et en fait, la qualité du débat, en fait, on la connaît aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elles seront 24 seulement. On doit dire qu'à elles seules, elles doivent mener des débats de qualité. Et les hommes qui sont au Parlement et qui ne font aucun débat de qualité. Il y en a plusieurs. En fait, je ne voudrais pas en fait, citer des noms, mais nous savons que tous les députés à l'Assemblée nationale, en fait, nous n'avons pas toujours eu des gens qui participent au débat. Il y en a qui sont là et peut-être qui travaillent, qui font des lobbying, qui font autre chose, mais qui n'apportent pas vraiment à un débat de qualité. Donc, pour moi, faisons le débat de la présence, faisons le débat de l'implication, mais il n'est pas opportun de dire que les femmes... On n'aura pas 24 femmes capables de mener un débat, c'est ce que vous voulez dire? Non, pour moi, cette question ne doit pas exister. Pour moi. Okay. Pour moi, parce que si elle doit exister, ça ne sera pas seulement pour les femmes, ce sera pour l'ensemble des députés, hommes et femmes. Oh, justement, c'est là la véritable question, puisqu'il s'agit de la qualité des élus, hommes et femmes. Effectivement, nous parlons d'abord des femmes, puisque c'est là l'autre nouveauté, l'autre élément nouveau qui interviendra dès janvier-février 2023. Emmanuel, oui, vous vouliez réagir? Sans doute, il faut non seulement du côté des députés hommes, mais également du côté des députés femmes. Oui. Quand il y a les femmes et les hommes, le débat est équilibré, puisque les propositions que les femmes doivent faire, ce sont des propositions qui ne sont pas forcément similaires aux propositions des hommes. Par exemple, si nous allons dans une localité où l'homme est en train de proposer la construction d'un stade de sport, la femme ne va forcément pas proposer cela, elle va proposer par exemple la construction d'un marché. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc il y a d'équilibre dans le débat qui sera mené au sein de l'Assemblée nationale. Alors ce que moi je voudrais dire, lorsque c'est spontané, je l'ai dit tout à l'heure, spontané de la part de la femme, c'est mieux, ou bien elle pourra mieux se défendre au sein de l'Assemblée nationale que si on lui impose de se présenter en tant que candidate à l'élection. Et il faudrait également du côté des femmes d'aller à l'école de la regrettée Rosine Soglo, qui a tout au long de son parcours au sein de l'Assemblée nationale mené quand même un débat de qualité. Et cela a permis en réalité d'avoir des décisions de qualité au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous avons constaté au niveau de l'Assemblée actuelle ce que nous avons constaté. Donc, il faut forcément que la décision soit, je répète toujours, spontanée et que la suite donc, du parcours de ces femmes au sein de l'Assemblée nationale soit une suite
d'engagement au sein de cette assemblée. Très bien. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer au débat en envoyant leurs différents messages sur le numéro qui est affiché d'ailleurs à l'écran, le 97, le 54 10 18 19, voilà, le 54 10 18 19. Dine Kamara Rekma, vous voulez parler bien sûr de la revendication, des revendications syndicales et surtout du dernier mouvement enregistré vendredi dernier. La CSTB. Alors la Confédération syndicale des travailleurs, enfin des syndicats des travailleurs du Bénin a décidé donc vendredi dernier d'évoluer en mode singleton et de porter ses revendications vis-à-vis du gouvernement central. Et cela intervient juste, je pense, une semaine après le mouvement collectif, en tout cas le meeting collectif des autres, je crois les 6 autres centrales syndicales. Et ce que je voudrais dire personnellement par rapport à ça, c'est que enfin, depuis pratiquement 3 ans, on entend les syndicalistes dans un cadre formel s'exprimer. Et ça, c'est déjà bien parce que on dirait que depuis qu'il y a eu cette loi concernant la grève, les mouvements syndicaux et autres, on a eu l'impression qu'ils avaient perdu tous leurs moyens et qu'ils ne s'exprimaient plus. Donc, maintenant que c'est fait et que la CSTB, comme on les connaît, parce que si on devait parler de mouvement syndical radical, on est bien obligé de les citer en premier. Est-ce que ce n'est pas ça qui justifie le mouvement singleton en singleton? Justement, puisque pour eux, il est toujours important de se démarquer, de ne pas se mêler à la grande masse, puisqu'ils le disent, hein, je ne trahis aucun secret pour eux, les autres syndicats, les autres confédérations sont proches du gouvernement, font le jeu du gouvernement. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Donc, ils disent avoir la vérité. Voilà, il était hors de question pour eux de faire le meeting en commun avec les autres. Voilà pourquoi ils l'ont fait séparément. Et vous l'auriez vu, quand ils ont sorti leurs revendications, bon, je ne voudrais pas dire que c'est juste au nombre que ça se définit, mais ils ont exprimé 16 revendications, alors que si je ne me trompe pas, les autres se sont arrêtés à 9. Oui, voilà. Et après, c'est vrai, quand vous rentrez dans les 16 revendications, vous voyez que c'est un fourre-tout, ils en sont spécialistes. Vous avez des revendications politiques, des revendications d'ordre social, des revendications, enfin, ils ont exprimé tous leurs déshydratats. Maintenant, le plus important, c'est qu'est-ce que le gouvernement fait face à tout ça. On était là quand, en début d'année, ou disons vers la fin de l'année, dans son discours, discours à la nation, le chef de l'État annonçait donc une augmentation salariale, une revalorisation salariale. Et on s'est dit, personne n'y a pensé. En tout cas, nous, au niveau de notre quotidien, le révélateur du jour, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, mais là, c'est comme si les syndicats ne sont même pas demandés, puis ils veulent leur offrir ça. Mais on a constaté que depuis que cela est-ce qu'on peut dire que les syndicalistes n'ont pas demandé? Il n'y avait plus de revendications. Les syndicalistes attendent toujours une augmentation. Évidemment, mais ce n'était plus exprimé. Il y avait plus personne ne s'exprimait par rapport à rien. D'accord. Et du coup, il prend l'adhésion volontaire de lui-même, unilatérale, si on veut, d'aller à cette revalorisation salariale-là. Mais on voit maintenant que derrière, il y a toute une pression. Parce qu'on dit qu'il faut que ça soit fait tout de suite, il faut que ça prenne effet nécessairement à partir de janvier 2022. Bon, quel est le timing, quel est le timing du gouvernement par rapport à tout ça? C'est vrai, le SGA, le porte-parole du gouvernement, a eu déjà à intervenir plusieurs fois d'ailleurs sur le sujet, mais il faut dire qu'il y a toujours un clair-obscur qui s'entretient. La preuve est que dans chaque intervention des syndicats, ils reviennent là-dessus, ils veulent que cela soit fait de telle ou telle autre manière. Donc, ce qui a souhaité, pour finir, pour ma part, c'est que le gouvernement prenne son bâton de pèlerin et que les institutions ou bien les structures compétentes rencontrent ces syndicalistes-là. C'est vrai que les autres ont souhaité qu'un cadre formel de dialogue soit mis en place, surtout après la dissolution du Conseil national du dialogue social, si je ne me trompe, et que ceux de CSTB n'ont pas appelé au dialogue. Mais eux, ils ont exprimé leurs revendications, ils veulent satisfaction tout de suite. Mais que le gouvernement sache quand même comment faire pour les appeler et discuter. Parce que si il y a la paix,
sociale, je veux dire la paix avec les acteurs sociaux, je pense que c'est bon pour le pays. Très bien. Oui, Emmanuel Lokono, votre avis sur le sujet. D'ailleurs, je signale, Kamadine, que en faisant son discours, le président de la République n'a jamais donné un terme, un délai par rapport à cette augmentation des salaires. Justement. Ça interviendra en 2022, mais un délai n'a jamais été donné. Et nous vous écoutons, Emmanuel. Alors, le suspense est toujours maintenu par rapport à la revalorisation des salaires. Nous en avons discuté récemment ici. Et lorsque les travailleurs de la CSTB ont manifesté la fois passée, ils ont quand même soumis des revendications au gouvernement. Et je crois que c'est un pas, comme l'a souligné mon confrère, c'est un pas que la Confédération a fait quant à je sais pas, la revendication, quant à la revendication de leur présence, leur activité. Est-ce voilà, vous voulez dire qu'ils sont restés dans le leur problème dans leur fondamental, rôle? le problème fondamental qui a poussé donc la Confédération à organiser ce meeting, je pense que c'est la question de la cherté de la vie au Bénin. Et la cherté de la vie au Bénin, ça regroupe tous les éléments et qu'ils ont énumérés dans leurs revendications. Et entre autres, la revalorisation qu'ils voudraient que le gouvernement accélère. Également, l'augmentation, la diminution des impôts, des taxes que le gouvernement a imposées. Donc, tous ces éléments-là qu'ils se demandent au gouvernement, je crois que c'est pour que la situation, la cherté de la vie soit amoindrie, soit diminuée, et comme ils auraient souhaité. Et donc, par rapport particulièrement aux impôts. Alors, je voudrais... Nous voulons d'abord parler de l'aspect unique, c'est-à-dire singleton, le mot de singleton qu'a choisi la CSTB pour faire ce meeting. Pourquoi avoir choisi d'être seul, de se mettre à l'écart, de ne pas rester ensemble avec les autres il y a 2 semaines environ? Aller seul au front. Sinon, si nous allons nous mettre à étudier tous les points des revendications. Aller seul au front pour pouvoir exiger, je crois que c'est déjà fragilisant pour le mouvement. C'est vrai que la CSTB a sa ligne de conduite en matière de lutte, mais dans cette lutte, je crois qu'il faudrait que ces organisations se regroupent pour avoir une seule voix face à l'autorité. Lorsque d'autres organisations vont se lever également pour exiger et vont présenter leur cahier de doléances ou bien leurs revendications au gouvernement, ce sera, en fait, peut-être il y a des contrastes entre les deux. Et quand il y a des contrastes que l'autorité s'unit, c'est une manière de fragiliser le mouvement d'une manière ou d'une autre. Donc, se regrouper pour définir clairement la ligne qu'ils doivent suivre ensemble. Et là, ils vont faire face à leur adversaire, et si je peux le dire en griffe, le gouvernement, qui sera obligé en fait de se plier d'une manière ou d'une autre aux revendications donc, de ces travailleurs-là. Donc, aller en rang dispersé, ce n'est pas la meilleure solution, mais c'est une manière de fragiliser. C'est un peu l'image que présente aujourd'hui la politique au Bénin, au niveau donc de l'opposition et de la mouvance. Chacun veut défendre sa cause en fonction donc de ses aspirations, alors que c'est l'union qui pourra permettre en réalité de trouver un dénouement donc à la crise ou bien à la situation qui se présente. Très bien, oui. Peut-être ça qu'on ait votre avis sur la question. La CSTB en mode singleton, est-ce que c'est de leur fait? Est-ce qu'on les connaît? C'est compte tenu de leur... on connaît leur ligne, le mot de fond. Avant d'arriver à la question, je voudrais dire que l'absence de mouvement, de meeting, de sit-in et autres, n'est pas pour moi l'absence de revendication. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas vu les syndicalistes dans nos rues, nous ne les avons pas vus en train de faire des sit-ins, en train de faire des grèves, qu'ils n'ont pas revendiqué pendant tout ce temps. Parce que, en fait, ce n'est pas les seuls modes de revendication ne sont pas, en fait, les sit-ins. Il y a plusieurs modes de revendication et je pense que pour les syndicalistes, ce sont les dernières étapes, en fait, les dernières cartouches qui consistent à organiser des sit-ins, à se mettre dans la rue, à organiser des mouvements de grève. Donc,
il me plaît de faire en fait cette clarification. Je ne voudrais pas croire personnellement que pendant 3 ans, en fait, pendant les dernières années, les syndicalistes n'avaient pas fait de revendications. Maintenant, l'élément, je dirais, modificateur dans notre situation initiale, c'est l'annonce du gouvernement, du président de la République dans la période des fêtes. Je l'ai dit ici, c'est un discours politique que le chef de l'État a fait. C'est vrai qu'il a pris un engagement, mais nulle part il n'a dit quand est-ce que cela va prendre effet. Et ce faisant, je sais en fait que la communication, l'équipe de communication qui entoure le chef de l'État le sait, ils ont ouvert une brèche que les syndicalistes sont en train de prendre. Est-ce qu'ils savaient, est-ce que c'est le gouvernement, en fait, le gouvernement même a décidé d'ouvrir un peu les mouvements syndicaux pour nous donner l'impression que, en fait, tout n'est pas quadrillé et que les gens ont toujours la possibilité de faire des mouvements, de dire ouvertement les revendications. Cela reste des interrogations. Mais toujours est-il que ce qu'ils sont en train de réclamer ou d'exiger, ce n'est pas... nous savons, il y a cherté de la vie, on leur a promis des revendications. Mais à mon avis, ils sont aussi un peu en train de faire le jeu du gouvernement, entre griffes, de se ridiculiser. Parce que vous êtes là, peut-être que vous avez fait des discussions en aparté, la personne est venue dire en public, je suis prêt à aller de l'avant. Mais au lieu de continuer les discussions en aparté, si vous en aviez fait auparavant, vous venez maintenant sur la place publique exiger de la personne que, bon, il faut qu'il y ait rétroaction de ce que tu as promis, en fait, de ce que tu as dit, ça va commencer. Pour moi, si les syndicalistes ne savent pas faire, à un moment donné, même la population va dire, mais vous avez quoi? Vous avez quel problème? Vous étiez tranquille, comme nous sommes en train de le constater là. Vous étiez tranquille quand la personne est venue l'annoncer. Pourquoi vous ne restez pas tranquille pour voir comment ça va se passer? Et donc, si il peut y avoir de telles analyses, les syndicalistes, à mon avis, gagneraient non seulement à se mettre ensemble, mais à faire du lobbying, à faire des discussions, à faire, je ne dirais pas dans l'agenda du gouvernement, mais à savoir comment continuer les négociations pour qu'elles puissent aboutir à l'implémentation de la décision prise par le chef de l'État. Très bien. Oui, Kamadine, c'est vrai, vous percevez, vous avez la même perception, la même compréhension de la situation. Il ne faudrait pas qu'il y ait un vent dispersé, c'est-à-dire continuer les discussions, parce qu'en temps, le gouvernement n'a jamais cessé d'établir le pont, la connexion. Oui. Il y a les structures habilitées qui... On voyait les points, les comptes rendus sur les réseaux sociaux. Quand souvent ils finissent, un secrétaire général d'un syndicat, d'une confédération par-ci, par-là, il faisait circuler les communiqués de séances de concertation. Maintenant, le Conseil national du dialogue social étant dissous, actuellement, est-ce que des rencontres sont en cours? Grosse question. Oui, c'est pas évident. Il y a bel et bien des rencontres. Voilà. Maintenant, et quand nous prenons l'aspect réunification des syndicalistes, je pense que des confédérations surtout, je veux dire, je pense que c'est une bonne quête, c'est un bon souhait, parce qu'effectivement, on dit souvent, ensemble on est plus fort. C'est cela. Mais il faut dire que cette unification, pour ma part, sera difficile à obtenir, pour la simple raison que la CSTB, même quand elle est seule, elle est plus forte. Je le dis comme ça. Vous avez vu les dernières élections, et qu'on appelle ça, les dernières élections professionnelles. Oui. Bon, ils sont sortis premiers. Et je crois suivi de la CSA, si mes souvenirs sont exacts. Donc, la CSTB, qui a des accointances, nous le savons tous, avec un parti dont je ne voudrais pas citer. Voilà. C'est leur ligne... je ne dirais pas éditoriale, mais leur ligne syndicale, voilà, leur ligne syndicale est une ligne assez étroite, je le dis comme ça,
vous pouvez comprendre quand même. C'est une ligne assez particulière, assez singulière que soit vous êtes avec eux totalement, soit vous n'êtes pas avec eux. Donc c'est compliqué quand c'est comme ça que les autres qui sont plus modérés, peut-être parfois plus objectifs, c'est moi qui le dis, ils sont plus objectifs, les autres confédérations syndicales. C'est compliqué pour ces confédérations d'être souvent avec la CSB. Vous savez, si vous remontez, en tout cas de mémoire, pour ce qui me concerne, quand je regarde tout le passé des mouvements syndicaux, les confédérations, la période où il y a eu vraiment entente entre toutes ces confédérations, y compris la CSTB, cette période-là, elle n'a pas duré. Et ça a été de courte durée, justement. Et puis voilà, il y a longtemps que ils se sont cassés, ils ne sont plus ensemble. Et je pense que pour qu'ils se remettent ensemble, vraiment, il va falloir que... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Maintenant, après, les revendications, c'est au gouvernement. Que le mouvement soit fragilisé par ces discordances de point de vue, je pense que le gouvernement, lui, il prend vraiment la mesure de la situation et s'il a vraiment envie de régler la situation, c'est à lui de tenir compte des déshydratats exprimés par les uns les autres et objectivement d'y aller, pas parce qu'il peut faire, même si les voix sont discordantes au niveau de ceux qui réclament. Très bien. Voilà. Donc, et là aussi, on estime que, jusque-là, 112 heures après, il n'y a pas eu de réaction de la part du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas trop mettre la charrue devant les bœufs? Pourquoi est-ce qu'on c'est une façon de mettre la pression? Mais là, n'oublions pas. Mais là, n'oublions pas que... Est-ce que 112 heures suffit pour... C'est vrai. C'est vrai que 112 heures, ça ne suffit pas. Après, nous allons... Quel est le temps qui suffit? C'est ça le problème. Après, quel est le temps qui suffit, quoi? Sinon, même ceux qui avaient fait leur mouvement, toutes les autres confédérations, là, il y a un peu plus d'une semaine, je crois en cours de semaine, on a interviewé le secrétaire général de la COSI. Je pense bien, il disait qu'ils n'ont encore eu aucune réaction. Celui de la CSA aussi. Eux aussi, ça veut dire que jusqu'à maintenant, eux-mêmes, plus d'une semaine après, ils n'ont eu aucune réaction officielle du gouvernement. Très bien. Donc, mais il ne faut pas oublier non plus les mesures que le gouvernement a prises pour contenir un peu la question de cherté de la vie au Bénin, puisque c'est le point fondamental de ce meeting. Le porte-parole du gouvernement est revenu au cours de la semaine pour dire que les choses s'améliorent un peu. Parler, par exemple, du coût de maïs qui est un peu amélioré par rapport à ce qui était il y a quelques jours. Donc, ces mesures que le gouvernement a mises en place, je crois que si l'on suit effectivement le porte-parole du gouvernement, les effets se font sentir sur le terrain par rapport au maïs. Et par rapport aux autres produits vivriers, on va espérer quand même que cela soit amélioré également. Et pour la réaction du gouvernement quant au meeting de la CSTB, nous allons attendre certainement la semaine prochaine pour voir si au cours donc, de la séance hebdomadaire ou après la séance lors du compte rendu, le porte-parole pourra répondre au nom du gouvernement pour donner réponse à ces revendications des organisations et surtout de la CSTB. Voilà, est-ce qu'on peut pas, la réaction, la réponse du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement au cours de cette semaine, n'est-ce pas déjà là un avant-goût de ce que sera, puisque sont 12 heures, une semaine, 2 semaines après, je dis 16 jours, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas un délai pour ça, mais on retient quand même que le gouvernement travaille à ce que ces revendications-là soient étudiées et vous n'êtes s'accorder. Oui, quand on connaît le gouvernement qui est en place, le régime qui est en place depuis 2016, ça n'étonne pas qu'il n'y ait pas eu de réaction. Ce n'est pas un gouvernement, en fait, qui aime faire du bling-bling. Ce n'est pas un gouvernement qui fait du tac au tac. C'est un gouvernement qui préfère prendre tout son temps pour réfléchir et venir avec ses propositions, ses actions à mener. Donc, pour le moment, quand on connaît le système en place, pour moi, on ne devrait même pas espérer une réaction en ce moment 12 heures, même en une semaine. Ça peut prendre à mon avis, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois. Mais on est sûr d'une chose,
c'est que quand le gouvernement décide de revenir sur la question avec les centrales syndicales, ce n'est pas, en fait, les propositions viennent et ils pourront s'entendre plus facilement. Très bien. Nous allons rester avec vous, Président Condé, pour parler donc du vernissage et de l'exposition d'art hippique au Palais de la Marina, qui a drainé du monde. Et les gens se posent, est-ce des éléments fédérateur aujourd'hui, parce qu'on a vu ce que ça a donné depuis samedi, etc. Absolument oui. Absolument oui. Vous savez, il y a longtemps que, vous me le permettez bien sûr, il y a longtemps que nous n'avons pas connu des événements qui réunissent tout le monde sans couleur politique, sans couleur sociale. En fait, nous sommes là en face d'un événement depuis quelques années qui permet à tout le monde de se sentir béninois, de se sentir concerné sans penser en fait, à sa couleur politique. A priori, sans penser à ses préoccupations, à ses problèmes, à ses difficultés. Les 26 œuvres qui nous sont revenues de la France et les 106 autres œuvres de nos artistes, ça permet aux gens de se ressourcer, de comprendre l'histoire du Bénin. Mais c'est d'abord une fierté, c'est une question de fierté nationale. C'est un peu comme ce qui s'est passé en 2019 quand le Bénin était en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu toute la liesse qu'il y a eu dans les rues de Cotonou, de Parakou, de Ndali, de Nati. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai que cette fois-ci, ça se passe en un seul lieu. Et c'est pourquoi d'ailleurs on voit le monde. En fait, on parle de plus de 1000 personnes qui vont là-bas, en fait, les jours qui sont définis pour visiter ces expositions-là. C'est une question de fierté nationale. Et je dois dire qu'il nous faut davantage de ces occasions-là, de ces moments-là, pour rapprocher les Béninois. Vous avez vu, ne serait-ce que sur la scène politique déjà, ce que ça fait. Quand on voit un certain Nicéphore Dieudonné Soglo apprécier le travail qui a été fait, c'est réconfortant, c'est unificateur. Quand on voit un certain Lionel Zinsou, dont on connaît l'amour pour la culture, qui débarque et qui vient, et qui apprécie lui aussi, c'est intéressant. Il nous faut davantage de ces occasions et qui nous apportent de la fierté à tous, sans distinction je le précise, de couleur politique, de région ou de position sociale. Oui, Emmanuel, votre avis sur Bon, c'est un élément unificateur, et certainement, puisque Prudence l'a dit, il y a ces moments que nous n'avons pas vécu pendant de plusieurs années déjà, que nous attendons que ces acteurs politiques se réunissent au sein donc d'un même creuset, je veux dire, pour discuter autour de l'intérêt commun, puisque même si on a des controverses, même si on a des différends, l'intérêt national, c'est ça qui doit primer en réalité. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo est allé à l'exposition, et l'ancien ministre également, premier ministre Lionel Zinsou est allé également à l'exposition. Les gens ont fait des commentaires pour décourager donc ce fait. Mais moi, je pense que c'est quand même... Certains ont fait... Bon, certains, oui, c'est normal de faire ces commentaires. Mais j'ai quand même su que la manière dont l'ancien Premier ministre agit sur le terrain politique, je décèle un peu de logique dans sa manière de se comporter vis-à-vis de la politique béninoise. Lorsque récemment le Bénin a affiché des chiffres d'avancée sur le plan économique, il est revenu pour apprécier quand même les efforts que fournit le gouvernement en matière politique. Les gens, bon, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui ont déploré le fait qu'en tant qu'opposants, ils soient amenés à qualifier le gouvernement, à apprécier les efforts fournis. Et il est revenu actuellement pour participer à l'exposition au vernissage. Et, bon, il y a également d'autres qui se sont levés. Nous avons le cas de l'ancien ministre
Comé Coutier, voilà, depuis l'exil, qui n'a pas apprécié, qui a vu cela comme de la farce. Donc, il faut ces moments-là pour que les acteurs, quels que soient leurs différends, quelles que soient les controverses, et l'ancien Premier ministre l'a dit également, que ce ne sont pas des controverses comme ça c'est pas à cause de ces controverses que il y a une question d'intérêt public, d'intérêt national, il faut banaliser pour donner priorité à ces controverses. Donc, je crois que c'est des actions qui concourent à la décrispation de la crise politique et sociale sur le plan national. Très bien, oui. Vous voulez savoir de vous, oui. Et tout à l'heure, Emmanuel parlait de la logique dans les réactions du Premier ministre qui serait plus ou moins en déphasage avec ce que nous avons avec nos acteurs politiques du Bénin. Et je voudrais dire que c'est le président Talon qui a vu juste quand il dit que Lionel Zinsou n'était pas un adversaire politique, que c'était plutôt un compétiteur. Je ne sais pas, mais Lionel Zinsou n'a jamais été un acteur politique en fait sur la scène au Bénin. Il avait été Premier ministre et bon, le parti a jugé bon de porter sa candidature. C'est exactement comme on porte la candidature d'un technocrate. À mon avis, c'est comme ça. C'est comme on porte la candidature d'un technocrate. Et dès lors qu'il quitte, en fait, que les élections sont finies, lui, il est beaucoup plus technocrate. Il n'est pas politique. Et donc, il reprend son manteau de technocrate et il continue d'agir comme un technocrate. Donc, cela se comprend, en fait, tout ce qu'il fait maintenant. Pour moi, bon, en fait, il n'a jamais, lui-même, il n'a jamais même voulu incarner un rôle d'acteur politique de l'opposition qu'on veut lui dénier aujourd'hui. Non, pour moi, il n'a jamais voulu incarner ce rôle-là. Il a toujours préféré rester plutôt dans sa posture de technocrate. Très bien. Oui, Kamardine. Oui. Bon, la question de l'exposition qui met en exergue les 26 trésors royaux, oui, ainsi que 106 autres œuvres contemporaines de nos artistes locaux, et qui donc aujourd'hui se déroule au Palais de la Marina et qui va se faire pendant 3 mois et qui est donc une question de fierté. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça permet quand même à tout le monde de se ressourcer, comme l'a dit le confrère tout à l'heure, et ça permet aussi de décrisper un peu l'attention, même si tout ça, du point de vue, de façon concrète, tout ça reste encore à se concrétiser justement. Parce que quand vous voyez l'ancien président Nicéphore Soglo se déplacer et qu'après nous apprenons qu'il y a eu une visite du chef de l'État avant le jour de l'exposition, bon, tout ça, l'un mis à côté de l'autre. Il est libre d'aller où justement, c'est ce que je veux dire. L'un mis à côté de l'autre, ça y est, ces deux faits. Il doit même faire des efforts pour voilà, donc ce que je veux dire, c'est quoi? Ces faits mis l'un à côté de l'autre vont dans le bon sens de nous qui souhaitons une décrispation de la tension politique qu'il y a dans le pays depuis, on a envie de dire Mathusalem maintenant, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. Donc, nous voulons qu'il y ait cette décrispation-là, mais en même temps, je note qu'il faudrait des actes plus concrets, en fait. Il faudrait des actes plus concrets parce que, vous avez vu, je fais un peu de leur sujet, mais quand on peut le remettre dans le contexte. Cette semaine, je pense, les démocrates ont fait une sortie où ils disaient qu'ils sont prêts, par exemple, à aller aux élections, d'accord, mais qui sont méfiants. Vous voyez, ils ont dit qu'ils sont méfiants. Donc, pourquoi nous parlons de décrispation? Pourquoi tout le temps nous revenons? Parce qu'il y a des situations qui font que certains acteurs politiques estiment qu'ils ne sont pas, comment on va dire ça? Ils estiment qu'ils ne sont, on ne leur permet pas de compétir. Alors, par exemple,
Si par exemple, tout ce que nous voyons là au cours de cette exposition diptyque là, qui fait qu'on a envie que les choses se calment, que les choses se décrispent, si les élections qui sont annoncées dans la foulée, dans cette même semaine, qui sont annoncées pour janvier, si dans les semaines à venir, les mois à venir, les situations se compliquent encore et qu'il y a des gens qui sont mécontents et qui disent non, on ne veut pas. Nous sommes pas sur deux terrains différents. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Ça ne sert à rien qu'aujourd'hui, nous jetions des fleurs. Ouais. D'accord, nous jetions parce que ça nous concerne tous. Hein. Oui. Quand ça se passe bien dans le pays, c'est pour l'image de nous tous. Donc ça ne sert à rien que nous soyons fiers de ce qui se passe là, si dans les jours à venir, ces mêmes acteurs politiques ne font pas le nécessaire pour s'entendre. Et que, comme vous le disiez sur le plateau avant que je vous rejoigne, que les prochaines élections qu'on puisse qu'on retrouve cette ambiance-là qu'il y avait avant 2016, lors des élections. Il faudrait tout faire pour qu'en 2023, il y ait ça. Parce que moi, je le dis, nous n'allons pas apprécier ce qui se passe au cours de cette exposition-là pour que plus tard, nous soyons encore déçus. Et être déçu, c'est le fait que les acteurs politiques... Parce que vous avez vu, l'autre, on a dit, il y a de la logique dans ses propos, dans ses comportements. Je veux parler de l'ancien PM. Mais quand vous prenez l'ancien président de la République, le Nicéphore Soglo, le président Soglo, vous voyez, il est venu, il a assisté. Mais après, qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il fera? Et le camp d'en face, j'ai remarqué sur l'une des photos que le président Lamoussou était là. Était là à côté de lui. D'accord? C'est bien. Mais qu'il ne se contente pas de s'afficher sur les photos. Il faudrait qu'il se parle et que concrètement, nous, les acteurs de la presse que nous on est, et en même temps, des citoyens, que nous n'ayons pas l'impression que ce sont des adversaires politiques réellement, comme le président Talon l'a nuancé. Parce que être compétiteur, ce n'est pas la même chose qu'être adversaire politique. Et nous voulons qu'il y ait des compétiteurs, justement, et non des adversaires politiques. Le risque de revenir à l'ancien climat plane toujours sur le Bénin. En fait, lorsque vous voyez ceux qui étaient présents lors du vernissage, il y a l'ancien président, il y a l'ancien ministre, mais les acteurs de l'opposition qui sont sur place et qui devraient animer la vie politique. Nous prenons par exemple le chef de file de l'opposition qui ne s'est vraiment pas prononcé sur le vernissage, l'exposition des œuvres d'art. Bon, c'est un choix, oui, mais ces acteurs-là, nous prenons les démocrates, tout ce qui se passe et que nous pensons que c'est un pas vers la décrispation de la crise. Ceux-là sont neutres pratiquement dans ce qui se passe. Donc si nous créons toujours le retour au climat délétère au niveau donc, de la politique béninoise, ceux-là ne sont pas intervenus concrètement dans la question. Donc le risque de revenir à l'ancien climat plante toujours quand même. De quel climat s'agit-il? De toutes les façons, tout parti politique. Là, nous sommes sur un terrain culturel. C'est vrai que on peut profiter, appuyer sur tous les leviers pour ramener la paix. De toutes les façons, il faut que les partis politiques qui désirent aller aux élections remplissent les conditions qu'il faut. Nous avons fini. Dernier mot, Prudence? Oui, bon, en fait, quand la loi elle est promulguée, elle s'impose à tout le monde. Acteurs politiques de l'opposition, acteurs politiques de la mouvance, que nous soyons d'accord ou pas, elle s'impose à nous. Maintenant, est-ce que c'est parce que la loi s'impose à tous et qu'il faut négliger peut-être les effets non escomptés qu'elle génère? Cela reste en fait des interrogations qui peuvent être analysées. Merci à vous, Prudence Akondé. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine La Belle Science. Merci d'être venu. Kamardine Rekwa, directeur de publication du quotidien Le Révélateur du Jour. Et puis Emmanuel Loconon, secrétaire de rédaction du quotidien La Primeur. Merci d'être venu partager ces moments avec nous sur l'actualité politique ces derniers jours. Ainsi prend fin, mesdames et messieurs, l'hebdo des éditorialistes. On se donne rendez-vous dimanche prochain.